Le 2 septembre 2025, la mer des Caraïbes scintillait sous les premières lueurs de l'aube. Calme, vaste et apparemment paisible. Les vagues douces caressaient de la surface de l'eau, créant une symphonie naturelle qui semblait éternelle. Loin des plages touristiques, cet océan était un carrefour pour le commerce et les activités clandestines, où la frontière entre le commerce légal et la contrebande était toujours floue. Les navires de toute taille traversaient ces eaux, chacun avec une histoire unique et souvent secrète. Pendant des décennies, ces eaux ont servi de corridor principal pour le trafic de stupéfiants vers le nord. Navigués partout, des bateaux de pêche aux vedettes rapides furtives. Les autorités avaient du mal à contrôler ce flux constant de marchandises illicites. Ce matin-là, un bateau go-fast anodin, avec 11 hommes, filait sur les vagues, ignorant qu'il était sous surveillance. Les hommes à bord étaient d'été concentrés, chacun jouant son rôle dans cette mission risquée. En haute altitude, une surveillance américaine avancée suivait chacun de leurs mouvements, signalant le navire pour son itinéraire suspect depuis un centre de contrebande connu. Les agents surveillaient attentivement, prêts à intervenir à tout moment. Le voyage du bateau, commencé dans l'obscurité, était sur le point de se heurter à une nouvelle politique américaine agressive. Les hommes à bord ne savaient pas que leur destin était déjà scellé par des forces bien au-delà de leur contrôle. L'aube tranquille n'était qu'une scène pour un drame qui allait bientôt défier les limites de la loi, de la guerre et de la justice. Le calme apparent de l'océan cachait une tempête imminente. Le destin des hommes à bord était sur le point d'être décidé bien au-delà de l'horizon. Chaque vague les rapprochait de l'inévitable confrontation avec les forces de l'ordre. La surveillance du navire n'était pas un accident. Elle résultait d'un changement audacieux de la politique américaine. L'administration avait redéfini les cartels de la drogue comme des groupes armés hostiles, déplaçant le combat de l'application de la loi vers le conflit armé. Les agences de renseignement, utilisant des satellites et des signaux interceptés, ont signalé le bateau pour son itinéraire et son origine. Aucune drogue n'était visible, mais selon la nouvelle doctrine, le simple soupçon déclenchait une réponse militaire. Les critiques ont fait valoir que cela brouillait la ligne entre le crime et la guerre, avertissant des dangers légaux et éthiques. Pourtant, l'administration a persisté, déterminée à faire de cette opération un exemple. Le bateau était désormais au centre d'un test à enjeu élevé de cette nouvelle stratégie. La décision de frapper a été prise au plus haut niveau. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, architecte de la nouvelle doctrine, a examiné les renseignements et autorisé l'usage de la force létale. Le bateau a été classé comme une cible hostile, son équipage présumé être des combattants ennemis. L'ordre, détruire le navire, sans arrestation ni avertissement. L'amiral Frank Bradley a reçu le commandement. Ses forces étaient trop prêtes. Pour les 11 hommes, le voyage était sur le point de se terminer violemment, leur sort scellé par des décideurs lointains. C'était le premier véritable test d'une politique qui redéfinissait les règles d'engagement. La ligne entre criminels et ennemis avait disparu. La frappe fut rapide et dévastatrice. Un drone américain, en haute altitude, a ciblé le bateau et lancé un missile. L'explosion a pulvérisé le navire, dispersant les débris et réduisant les moteurs au silence en un instant. Depuis le centre de commandement, l'opération fut un succès de manuel, la cible neutralisée. Mais à mesure que la fumée se dissipait, les caméras du drone ont révélé 2 survivants s'accrochant à l'épave. La frappe initiale n'avait pas tué tout le monde. Désormais, ces hommes n'étaient plus des combattants, mais des naufragés, impuissants dans l'immensité de la mer. La mission, cependant, n'était pas encore terminée. La prochaine décision définirait l'héritage de l'opération. Le monde était sur le point d'être témoin d'un acte bien plus troublant. Des heures passèrent, tandis que les survivants dérivaient, blessés et exposés, n'étant plus une menace. Leurs forces s'amenuisaient, la mer les ballottant sans pitié, alors que l'obscurité enveloppait lentement la scène. Les appels à l'aide se perdèrent dans le vent, et l'espoir d'un sauvetage s'éteignait à mesure que la nuit avançait. L'amiral Bradley, toujours en train de surveiller le flux, a pris une décision fatidique. Il a ordonné une seconde frappe sur les survivants. Malgré la situation désespérée des hommes à la dérive, il a choisi d'agir,
invoquant la nécessité d'éliminer toute menace potentielle, même si elle semblait désormais inexistante. Cette décision, prise sans l'autorisation du secrétaire à la Défense, a franchi une ligne légale et morale. Bradley savait qu'il risquait gros, mais il a préféré suivre son propre jugement, ignorant les protocoles établis. Le droit international et les propres règles de l'armée américaine interdisent de cibler les combattants naufragés. Ces lois existent pour préserver un minimum d'humanité, même au cœur des conflits les plus brutaux. Pourtant, l'ordre fut exécuté. Un second missile a frappé les débris, mettant fin à la vie des 2 derniers hommes. L'explosion a illuminé la nuit, effaçant les dernières traces de résistance. La mer est redevenue silencieuse, mais les conséquences de cet acte résonneraient bien au-delà des Caraïbes. Le calme apparent cachait la gravité de ce qui venait de se produire. Les 11 hommes étaient des morts, et l'opération était terminée. Mais pour beaucoup, la véritable bataille ne faisait que commencer, celle de la vérité et de la justice. Ce qui avait commencé comme une démonstration de force était devenu un crime de guerre potentiel. Les remords et les doutes entraient ceux qui avaient participé à cette décision. Les frontières de la guerre et de la justice avaient été brisées. Les repères moraux semblaient s'être dissous dans les vagues. Les répercussions allaient susciter l'indignation et une enquête. Des voix s'élevèrent déjà pour demander des comptes, exigeant que la lumière soit faite sur cette nuit tragique. Le monde allait bientôt apprendre ce qui s'était passé dans ces eaux, et la question de la miséricorde ou de son absence hanterait longtemps les mémoires. La réponse de la nation fut rapide et profondément divisée. Les partisans ont salué l'opération comme un coup nécessaire contre les narco-terroristes. Les législateurs républicains ont défendu la légalité des frappes, citant de nouvelles règles d'engagement. Les démocrates, horrifiés par les images, l'ont qualifié de crime de guerre et ont exigé des enquêtes. L'incident est devenu un point de discorde politique, chaque camp campant sur son récit. Le coût humain a été perdu dans le débat. Les 11 hommes sont restés anonymes, leurs histoires tuent. Leurs familles ont cherché justice devant les tribunaux internationaux, confrontés à un labyrinthe juridique intimidant. La tragédie est devenue un symbole de la conscience fracturée de la nation. La responsabilité légale des frappes reste insaisissable. Le secrétaire à la Défense pourrait faire face à des accusations fédérales, mais il affirme n'avoir autorisé que la première frappe. L'amiral Bradley, qui a ordonné la seconde, pourrait être traduit en cour martiale pour violation des lois de la guerre. Les poursuites dépendraient de preuves classifiées et de la volonté des militaires d'agir. Les tribunaux internationaux ont peu de pouvoir sur les responsables américains, et les tribunaux nationaux remettent rarement en question les décisions exécutives en temps de guerre. L'affaire expose le fossé entre la puissance technologique et la responsabilité morale. Qui est responsable ? L'opérateur, le commandant ou les décideurs politiques ? La réponse reste incertaine. Les Caraïbes restent inchangés, mais les événements du 2 septembre hantent la conscience de la nation. Ce qui s'est passé ce jour-là ne s'efface pas avec le temps. Il s'inscrit dans la mémoire collective comme une ombre persistante sur l'horizon. Les frappes ont forcé un examen des lignes floues entre la police et la guerre, la justice et la vengeance. Les frontières, autrefois nettes, semblent désormais mouvantes, remises en question par la brutalité des choix faits en mer. La deuxième frappe, ciblant des survivants, a franchi une ligne que la loi et l'humanité interdisent. Ce geste, difficile à justifier, soulève une onde de choc moral qui se propage bien au-delà des vagues. La guerre à distance, avec son détachement clinique, risque d'effacer les frontières morales. Les décisions prises derrière des écrans semblent parfois déconnectées de la réalité humaine, rendant l'empathie plus difficile. L'histoire n'est pas celle de héros ou de méchants, mais d'individus prenant de graves décisions au sein d'un système de pouvoir immense. Chacun porte le poids de ses choix, souvent dans la solitude et l'incertitude. L'incident laisse derrière lui une série de questions sans réponse sur la loi, la moralité et le caractère national. Les institutions, elles aussi, vacillent sous le poids de ces dilemmes, cherchant des repères dans la tempête. En guerre, déclarée ou non, la clarté est souvent la première victime. Les intentions se brouillent, les responsabilités se diluent et la vérité devient insaisissable.
La mer a repris ses morts, mais les questions morales demeurent. Elle flotte, persistante, à la surface de la conscience nationale, refusant de sombrer. La nation doit maintenant faire face aux conséquences de ses actions dans l'ombre. Les décisions prises dans le secret finissent toujours par exiger des comptes, tôt ou tard. La surface calme de l'eau cache une tempête de doutes et de remise en question. Sous l'apparence tranquille, la société s'interroge. Comment avancer sans oublier? Comment juger sans condamner à jamais?